Bonsoir à tous, lundi 16 septembre, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Voici les titres de ce journal. Près de 300 pompiers des Yvelines dans la rue. Aujourd'hui, ils ont démarré leur mobilisation devant le château de Versailles avant de faire une halte au conseil départemental. Depuis le mois de juin, un mouvement de grève touche la profession en raison du manque d'effectifs. La Confédération locale des petites et moyennes entreprises tenait ses portes ouvertes aujourd'hui à Rambouillet. L'occasion de prendre le pouls actuel de la santé économique sur le territoire. François Bellini, premier vice-président de la CCI Versailles-Yvelines, sera en plateau. Et nous parlerons justement avec lui de la finale du challenge Paris-Saclay au programme demain. 6 startups sont en lice. À la clé pour les vainqueurs, un ticket direction le CES de Las Vegas en janvier 2020. Elle revient justement des États-Unis. La réalisatrice yvelinoise Jenna Suru était dans le Massachusetts pour présenter son film lors d'un festival. Elle est notre invitée. À suivre également du sport, reprise de saison en handball pour les féminines de Montigny. Ils étaient environ 300 rassemblés ce matin devant le château de Versailles. Les sapeurs-pompiers des Yvelines ont donné de la voix pour faire entendre leurs revendications. La retraite, recrudescence des appels et des agressions, mais surtout manque d'effectifs. On fait le point avec Mathilde Demilly. En tenue et armés de leurs banderoles, les sapeurs-pompiers des Yvelines se sont donné rendez-vous devant le château de Versailles. Les mots d'ordre, faire du bruit et montrer la présence des pompiers dans les rues. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de prendre rendez-vous auprès des instances comme le conseil départemental et l'ARS pour les problèmes en liaison avec le SAMU 78, notamment, afin de se faire entendre sur les difficultés qu'on rencontre sur le terrain quotidiennement. Au son des gyrophares, les pompiers se rassemblent devant le conseil départemental pour rencontrer une délégation. Une manifestation qui ne s'était pas produite depuis 1999 et qui surprend les passants. J'ai vu une manifestation et j'ai vu que c'était les pompiers. Et comme on est solidaire avec eux quand même, ils font des choses bien quand même. Ils ont raison de manifester sur des choses qu'ils n'ont pas. Quand on a besoin d'eux, qu'est-ce qu'on appelle ? Les pompiers, ils sont là, voilà. Même quand ils font grève, ils sont là quand même. C'est fondamental d'avoir une caserne de pompiers. Ils rendent des services inimaginables. Je trouve qu'il faut qu'ils soient en effectif normal. À la sortie du conseil départemental, les représentants des syndicats annoncent 22 embauches en octobre et peut-être une cinquantaine en début d'année prochaine. Une déclaration qui ne convainc pas les sapeurs-pompiers. On nous dit à chaque fois qu'on embauche 10, 15, 20, 30 sapeurs-pompiers, sauf qu'il y en a autant qui partent d'année en année. Donc à la finale, le bilan, c'est toujours le même. On s'aperçoit que dans les centres, dans les services, c'est toujours pareil. On court toujours après le personnel. Une première manifestation qui montre que les pompiers sont bien présents dans les rues. Le 15 octobre, les pompiers viendront de toute la France, à Paris, pour exprimer leur mécontentement. Dans l'actualité du jour également, Franck Riester à Versailles. Le ministre de la Culture a accueilli 200 élus au château de Versailles, membres du réseau Microfolie, des musées numériques, légers et modulables. Le gouvernement se fixe comme objectif d'accélérer le dispositif et de l'étendre notamment aux territoires où l'accès à la culture est restreint. Le mois de septembre, c'est aussi la rentrée pour les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, la CPME des Yvelines a ouvert ses portes. L'occasion pour notre rédaction de faire le point sur la santé économique des PME du territoire. On en parle avec vous, François Bellini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le premier vice-président de la CCI Versailles-Yvelines, la Chambre de commerce et d'industrie. Et bonsoir Nicolas Nandry. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV78. Comment se portent nos entreprises en cette rentrée 2019 ? Eh bien Grégory, globalement, la situation économique des PME yvelinoises est plutôt bonne. Ces chiffres vont dans ce sens. Le premier concerne l'emploi. Selon une étude du baromètre emploi Paris Jobs sur les 6 premiers mois de l'année 2019, les Yvelines connaissent la plus forte croissance d'offres d'emploi proposées en Île-de-France, une augmentation de 20% durant ce premier semestre. Autre donnée, le nombre de créations d'entreprises en 2018, près de 17 300 sociétés ont vu le jour dans les Yvelines. Un petit rappel, c'est au total, le département compte plus de 95 000 entreprises. Et à ce propos, je vous propose d'écouter le président de la CPME des Yvelines, Thomas Godefroy-Scola, au micro de Margot Duroy et Rodolphe Blondel. Globalement, les entreprises se portent bien, plutôt mieux qu'en 2018 ou 2017. Donc chaque année, on sent une amélioration. Évidemment, il y a des situations très difficiles. Il y a des modifications de technologie, de lois, etc. qui en font disparaître certaines. Mais je crois que 2019, c'est l'année où on a eu le plus de création d'entreprises des 10 dernières années.
Alors on le voit, un moral globalement bon. On note quand même différentes situations en fonction des secteurs d'activité. Un constat de Jean-Marc Leblouc. Il est dirigeant d'un groupe de PME spécialisé dans le développement commercial et la formation professionnelle. Globalement, j'ai pas senti, on va dire, une superbe croissance, même si les indicateurs sont plutôt au beau fixe, on va dire ça comme ça. Sur le terrain, on le ressent pas. Je veux dire, il faut se battre tous les jours, ce qui est normal, mais on sent pas une envolée lyrique dans le développement du chiffre d'affaires et surtout dans le fait que les entreprises aient confiance dans l'avenir. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont des difficultés de trésorerie. Plus vous êtes dans ce qu'on appelle un développement fort de votre activité, ce qui est notre cas, plus il faut trouver des sources de financement. Or, aujourd'hui, trouver des sources de financement, ce ne sont pas les banques parce qu'elles ne veulent pas vous prêter. Donc, il y a cette forme aujourd'hui de difficulté en fait, du chef d'entreprise, du financement de sa croissance. Alors voilà, différentes croissances en fonction des secteurs d'activité. Et nous avons rencontré aussi deux entreprises qui connaissent une forte croissance, une dirigeante d'établissement d'accueil de jeunes enfants et un directeur d'une PME de services informatiques, des métiers en tension avec des difficultés à recruter. L'activité 2019 pour nous est plutôt bonne puisque la dynamique est là. Par contre, beaucoup de difficultés à recruter des compétences en informatique qui sont aujourd'hui des compétences très recherchées. Donc voilà, on a besoin de pouvoir recruter des gens formés et immédiatement opérationnels. J'ai beaucoup embauché puisque j'ai créé. Donc oui, il y a eu des recrutements. Il y en a eu pas mal. Et puis je recrute également des CAP petite enfance par alternance. Voilà, donc je prends aussi les apprentis. Parce que le secteur de la petite enfance reste quand même un secteur de turnover. C'est quand même un secteur où voilà, on a des jeunes, donc il ne reste pas forcément... on a un turnover de la part des jeunes qui vous disent c'est bon, un an j'ai fait le tour. Et donc ils vont aller voir ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de turnover. François Bellini, si on fait un bilan, on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat. Beaucoup d'offres d'emploi avec parfois, dans certains secteurs, pas de demande d'emploi en face et des activités qui ont plus ou moins de croissance. Quel constat, quelle est la situation économique, vous, de votre côté? Quel regard vous portez à la CCI? Alors, globalement, les données économiques sont assez paradoxales, en fait, sur l'Île-de-France. Il y a des secteurs qui sont en souffrance. Alors, on peut penser au premier trimestre 2019, le tourisme a un petit peu souffert sur l'Île-de-France du fait des manifestations notamment, mais il y a des secteurs qui ont bien progressé. La création d'emplois a augmenté aussi bien sur l'Île-de-France que sur les Yvelines. Les défaillances d'entreprises, ce qui est un point important, parce que de créer d'un côté, il faut que les entreprises perdurent. Les défaillances d'entreprises, c'est stoppé au niveau de l'Île-de-France et a baissé au niveau des Yvelines. En termes de taux de chômage, le taux de chômage en Île-de-France est de l'ordre de 7,5%. Sur les Yvelines, on est à 6,5%. C'est-à-dire que c'est le meilleur taux qu'il y a sur toute l'Île-de-France. Donc en termes de chômage, effectivement, on a des résultats qui sont positifs. Le paradoxe, c'est que les entreprises cherchent des profils avec des compétences nouvelles qu'on ne trouve pas forcément, et l'adéquation ne tombe pas forcément avec les gens qui recherchent de l'emploi aujourd'hui. Donc ça veut dire votre vision de premier vice-président, votre vision aussi d'entrepreneur, parce que vous avez une entreprise, elle est globalement bonne, cette vision, sur les Yvelines en tout cas? Sur les Yvelines, tous les chiffres sont au vert, il faut être honnête. Comme l'a dit tout à l'heure une personne qui a été interviewée, ça ne veut pas dire que tout est parfait. On a encore plein de choses à améliorer, notamment sur la recherche de personnel, avec des qualifications. Les formations adaptées aux qualifications sont des points importants. Ça reste tout de même un territoire attractif, les Yvelines? Oui, c'est clairement un territoire attractif avec un nombre de créations d'entreprises qui est en forte progression et des défaillances qui sont relativement faibles aujourd'hui. Vous organisez demain, justement, avec vos partenaires, la finale du challenge Paris-Saclay à la Royal Factory à Versailles. 6 startups finalistes pour un ticket pour le CES de Las Vegas. C'est justement aussi pour montrer tout ce dynamisme yvelinois, ces jeunes entreprises qui se créent, que vous avez lancé ce challenge. Tout à fait. Alors, à la base, c'est parti d'un projet qui s'appelle Open Innov, qui est une plateforme qu'on a mis en place à l'intention de toutes les entreprises, les start-up innovantes, les systèmes de laboratoire de recherche privés, publics, et de mettre en relation un petit peu tout le monde. On a créé ça il y a 5 ans. Et il y a 4 ans, on s'est dit que ce serait bien d'aller un petit peu plus loin en termes de challenge, on va dire. Et on a créé ce concours il y a 4 ans qui consiste à demander à des start-up, une vingtaine de start-up franciliennes et surtout sur Paris-Saclay, de montrer et d'expliquer un petit peu leurs nouveaux produits innovants dans le monde du numérique,
et qui font moins de 8 ans au niveau de l'entreprise, et un jury composé des différents partenaires de la Chambre de commerce ont sélectionné 6 entreprises. Il y a 2 gagnants, en fait. Le premier gagnant, c'est le prix du jury, qui sera indiqué demain soir. Et le deuxième gagnant, parce que c'est important, un prix du public qui sera présent demain soir et qui est après l'issue d'un pitch des 5 Ils pitcheront devant le public et le public choisira quelle est la meilleure société. Alors vous l'avez dit, un challenge depuis 4 ans, forcément des lauréats. En novembre 2018, justement, la société Anamnèse a remporté ce challenge. L'entreprise qui aide les médecins à optimiser le parcours de soins de leurs patients s'est donc envolée à Las Vegas pour le CES. Le bilan 1 an après avec Mathilde Demini. La petite start-up de Paris-Saclay a bien grandi depuis sa victoire à Happy Innov et son passage au CES de Las Vegas. Anamnèse, l'assistant virtuel des professionnels de santé, se développe et cherche en visibilité dans le milieu médical et dans de potentiels investisseurs. Sitôt qu'on a gagné le concours, on a pu beaucoup plus communiquer sur Anamnèse. Je pense que ça a permis de cristalliser les besoins, enfin les envies des investisseurs d'investir chez nous. On a pu réaliser notre levée de fonds entre justement novembre et janvier. En 2018, Charlotte était stagiaire chez Anamnèse. Grâce à la victoire de la start-up, elle a pu se faire embaucher par la suite en CDI. Une évolution pour l'entreprise qui accueille maintenant 10 salariés et qui s'attaque à de plus en plus de projets. Le CES, la maturité de la boîte aussi qui avance au fur et à mesure, les différentes personnes qu'on a pu rencontrer, tout ça a fait que oui, la boîte elle a vraiment... Les projets ont changé, les missions aussi sont de plus en plus intéressantes et ça nous ouvre des portes. Un avenir prometteur pour Anamnèse qui a pour vocation d'améliorer la santé de la population et de s'implanter prochainement à l'étranger. Premièrement, être capable de réduire les inégalités vis-à-vis de ce que chacun peut avoir vis-à-vis de la santé. Deuxièmement, on a une grande capacité, je pense qu'on a un très bon catalyseur pour développer la téléconsultation. Des innovations dans le domaine de la santé qui vont peut-être révolutionner la vie des médecins, infirmiers et patients. Alors on l'a vu au travers de ce sujet, François Bellini gagner ce challenge, s'envoler pour Las Vegas, pour ce salon qui est l'un des plus grands événements, si ce n'est le plus grand, des technologies et de l'innovation. C'est une réelle chance pour ces startups ? Oui, c'est un vrai tremplin. Ça, on l'a vu d'ailleurs, j'ai fait un retour sur les 3 dernières années. 442 était un des compléments ils étaient à 2 Anamnèse et 442. Entre-temps, ils ont gagné un grand prix avec Orange, à Vivatech. Energy Square a eu des business angels qui ont investi dans l'entreprise. Et je reviens sur Wepulsit, il y a 2 ans, qui ont inventé des gants pour des drones, pour gérer des drones. Ils sont à 6 salariés aujourd'hui, et Wondercraft, qui a créé un exosquelette, à 60 salariés aujourd'hui. Donc ça change la donne. Ça change la donne, et ça fait du bien au niveau des emplois. Alors demain, vous l'avez dit, 6 finalistes, il y aura un vainqueur du jury, un vainqueur du public. Le profil, on a des startups vraiment sur des secteurs diversifiés. Il y a des secteurs complètement différents les uns des autres. Certains sont orientés sur l'optimisation de la consommation d'énergie, d'autres sont sur les crypto-monnaies. Donc il y a vraiment de tout. Ce qui est intéressant, c'est ces 2 entreprises qui vont aller à Las Vegas. Ça va être pour eux un moyen de faire connaître leur entreprise, de faire connaître leurs nouveaux produits. Et on sait qu'il suffit d'un bon contact aux États-Unis, des fois, pour attaquer un marché mondial. Le but du jeu étant qu'ils puissent innover encore plus et fabriquer ce qu'ils ont innové. Ils feront un pitch demain devant le public sur leur start-up. Ça veut dire qu'il y a une préparation avant cette soirée. Vous les avez accompagnés ? Les permanents de la Chambre les ont accompagnés, évidemment, et c'est finement organisé. Avec un timing très serré, avec un jury professionnel de personnes compétentes qui seront présents, puisqu'ils vont présenter leur choix et ils vont expliquer pourquoi leur choix, et on fera voter enfin le jury demain soir pour qu'il nous indique quelle est la meilleure société. Finale du challenge Paris-Saclay CES Las Vegas demain mardi à la Royal Factory à Versailles. Le lancement de la soirée est prévu à 19h. Merci François Bellini d'être passé en plateau, premier vice-président de la CCI Versailles-Yvelines.
Ce chiffre à présent, 3 femmes tuées sous les coups de leurs conjoints depuis le début de l'année dans les Yvelines. Élus, magistrats, forces de l'ordre et associations se sont réunis vendredi au tribunal de grande instance à Versailles pour une réunion locale du Grenelle des violences conjugales. L'objectif, rappeler les actions en cours en 2018. 1626 procédures pour violences conjugales ont été traitées à Versailles. Axe d'amélioration soulevé notamment pendant la réunion, améliorer la fluidité des informations entre le parquet et les juges ou encore réduire les délais de convocation des prévenus devant le tribunal. Le Grenelle des violences conjugales doit prendre fin en novembre, fin novembre. Seuls 20% des Français maîtrisent les gestes de premier secours. La Croix-Rouge des Yvelines, la Croix-Rouge française aussi, organise des formations et même une journée mondiale de ces gestes qui sauvent des vies. L'événement au niveau national a été lancé à Versailles samedi dernier, une première dans la Cité Royale. Patrick Jacques de Dixmude et Marilène Yapichino. Cet homme a eu un accident de trottinette sur la voie publique et présente un traumatisme. Une équipe de la Croix-Rouge intervient pour pouvoir l'amener à l'hôpital dans les meilleures conditions possibles. Pas de blessés, ceci n'est qu'un exercice, une démonstration pour aguerrir le public. On a, si vous voulez, des protocoles et des procédures qui nous permettent justement d'assurer l'état de la victime, surtout d'éviter toute aggravation. Car notre rôle premier, c'est d'assurer les premiers secours, mais surtout de la transporter dans de meilleures conditions. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu procédurier, mais c'est justement pour l'état de la victime. Le défibrillateur, c'est quoi? C'est cette machine. Vous en trouvez dans énormément d'endroits publics, c'est indiqué par ce symbole. Utilisation d'un défibrillateur, technique du massage cardiaque, parfois même en réalité virtuelle. Toute la journée, la Croix-Rouge organisait des formations gratuites, toutes ont été complètes. Nous, notre rôle d'auxiliaire d'État, c'est de former le grand public à savoir quels gestes faire pour ce laps de temps, ce même maillon de la chaîne de l'urgence. Un événement qui s'adressait à tous les publics, de tous les âges, pour sensibiliser le plus de monde possible. Si on sait ce qu'il faut faire, ça va très vite, quoi. Ça peut permettre de sauver quelqu'un plutôt que de rester à côté ou de passer à côté et dire « Ah bah mais je ne sais pas faire, je m'en vais ». Non, c'est très utile. Objectif à atteindre pour la Croix-Rouge française, une personne formée aux gestes de premier secours par foyer. Une info pratique, après 6 mois de travaux, le Centre des finances publiques à Guyancourt rouvre. Une offre de services modernisée sera proposée à partir de lundi prochain. Des ordinateurs en libre service vous permettront de faire toutes vos démarches en ligne. Un service de paiement de vos impôts ou de vos amendes sera également disponible sur place, uniquement en paiement par carte bancaire. À noter que désormais, l'accueil des usagers professionnels se fera uniquement sur rendez-vous. Pour ce faire, allez sur le site impôts.gouv, rubrique contact. Vous pouvez aussi contacter le service des impôts ou prendre directement rendez-vous sur place au guichet. C'est la 3e résidence qui va sortir de terre au 40 Arpents à Morpas, l'écoquartier de la ville qui est en cours de construction. Vendredi, la première pierre de ce programme de 263 logements a été symboliquement posée. La résidence Bienville, portée par le promoteur Primarté, se composera de 6 bâtiments sur 3 et 4 étages, des logements en accession à la propriété, mais aussi des logements sociaux et intermédiaires. Explication au micro de Patrick Jacques de Dixmude. 263 logements répartis avec du logement en accession pour 122 logements, 94 logements sociaux qui vient répondre à un besoin des communes d'un quota de logements sociaux avec des plans sur 2 et 3 ans. Et on a complémenté cette offre avec du logement intermédiaire. Ici, Hauts-de-Seine Habitat achète 47 logements locatifs intermédiaires, non pas sur la part sociale, puisque c'est Antin Résidence qui fait la part sociale. Nous, on va acheter des logements qui vont concerner les locataires qui sont juste au-dessus en fait, des plafonds de ressources du logement social, sans pouvoir aller sur le marché du libre. Des jardins partagés, un bassin de rétention de pluie, des voies de circulation douce ou encore une œuvre d'art seront aménagées au sein de ce programme de logement. Le sport et ce résultat de handball féminin vous proposez première journée de National 2 et première victoire pour Montigny-le-Bretonneux samedi. Succès à domicile 32-28 contre le Paris Saint-Germain. Pourtant, le match avait mal commencé pour les Igny-Montaigne. Le résumé de Patrick Jacques de Dixmude et de Nicolas Dandry.
De la joie, du soulagement pour les handballeuses de Montigny-le-Bretonneux. Pour leur premier match de la saison, elles se sont imposées 32-28 face au PSG, ce samedi 14 septembre au gymnase Pierre de Coubertin. Une rencontre mal débutée par les Inimontaines. Début, difficile, dur de rentrer dedans. Après, c'est vrai que toute l'équipe a été pas vraiment dedans, mais on a réussi quand même à rester soudés et de faire une bonne deuxième mi-temps, quoi. Le coach il a parlé dans le vestiaire. Mené sur le score de 14-17 à la mi-temps, Brahim Sadi, nouvel entraîneur des féminines de Montigny-le-Bretonneux, donne des consignes pour relancer son équipe. Face à la ténacité des Parisiennes, les Yvelinoises réussissent à prendre le score. Elles ne le lâcheront pas jusqu'à la fin de la partie. En deuxième mi-temps, on a essayé de justement corriger ça au vestiaire. Donc on a demandé justement d'être plus agressif en défense, d'être plus compact et travailler ensemble sur un bloc. Et c'est ce qui nous a réussi. Donc on a eu aussi l'efficacité qu'on n'a pas eu en première mi-temps. Nos objectifs, déjà on est en train de construire un groupe qui est solide. On a eu des départs, on a du recrue. Il faut que la mayonnaise prenne, donc on joue match par match. Un nouveau projet de jeu mis en place par l'entraîneur avec la volonté d'avoir une continuité dans le travail à l'entraînement. Pour la deuxième journée, les Inimontaines se déplacent à Aulnay-sous-Bois ce dimanche 22 septembre à 16h. C'est un colosse physique avec ses 2,04 m et ses 130 kg. Colosse du sport aussi. Teddy Riner était de passage dans les Yvelines samedi dernier. Le judoka était présent pour une opération commerciale dans une concession automobile de Mantes-la-Ville. Plusieurs enfants de clubs locaux ont pu approcher le double médaillé olympique et champion du monde à 10 reprises. Teddy Riner qui a repris l'entraînement ce lundi à l'INSEP après son forfait cet été aux mondiaux à Tokyo. Cette information et bien d'autres encore développées dans l'émission Le 7-8 Sport présentée par Nicolas Dandry. C'est à retrouver après ce journal sur TV 78. Mais avant justement de refermer cette édition, mon invité est une jeune réalisatrice de 27 ans, originaire de Chevreuse et qui revient tout juste des États-Unis. Bonsoir Jenna Suru. Bonsoir Grégory. Alors vous êtes la réalisatrice, productrice et actrice dans le long métrage L'Âge d'Or. Il a été sélectionné au Massachusetts Independent Film Festival qui se tenait début septembre près de Boston. Présentez votre film en première mondiale en plus aux États-Unis. Est-ce que c'était un rêve pour vous, un accomplissement peut-être ? Énorme, oui. C'était un vrai rêve parce que dès l'écriture de ce film, L'Âge d'Or, que j'ai aussi donc effectivement écrit, j'avais vraiment en tête le besoin de passer ce message. L'Âge d'Or raconte l'histoire de ces deux artistes dans les années 60 qui rêvent de changer le monde. Et c'est un message qui vraiment est très important aussi pour les générations aujourd'hui, ce rêve de changement. Et depuis le départ, dès que j'ai écrit la toute première scène du film, eh bien, j'avais en tête l'idée de partager avec le public pour qu'il ressente aussi cette frustration et cette envie de faire changer les choses. Et aussi ce décor incroyable des années 60 avec le Paris et le Saint-Tropez des années 60, puisque c'est là où ils se retrouvent. Et le partager pour la toute première fois, on s'était déjà vu au Festival de Cannes, mais là c'était vraiment la première mondiale, donc la première fois qu'on partageait l'Âge d'Or avec le public et le public notamment américain, et c'était vraiment un très très beau moment. Et votre film a été sélectionné dans la catégorie de la meilleure actrice, du meilleur acteur aussi. Alors pas de récompense au final, mais on imagine que c'était, on l'entend dans vos propos, déjà une victoire d'être présent sur place, d'être présente. Oui, c'est vraiment un très très beau festival. L'équipe fait un travail absolument énorme pour pousser le cinéma indépendant. Et encore une fois, en fait, les retours après la projection étaient vraiment excellents. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que ça a beaucoup confirmé ce qui avait été dit pendant le Festival de Cannes. C'est qu'on m'a dit que c'était vraiment impressionnant comment j'avais réussi à saisir ce que c'est qu'être une femme et aussi un homme américain à l'époque. Cette frustration par rapport à la guerre, puisque le personnage de Sébastien fuit la guerre du Vietnam. Et Angèle, cette femme qui est actrice, mais à qui on ne demande pas d'être ambitieuse, qui joue dans des toutes petites salles de théâtre et qui ne sait pas vraiment, en fait, quelle place elle peut avoir dans cette époque. Et c'est en rencontrant Sébastien à Paris en 67 qui lui fait prendre conscience de comment elle peut vraiment se libérer et aller beaucoup plus loin et aller tout en haut des marches. Et vraiment, oui, c'était ces deux personnages qu'on aime beaucoup dans cette atmosphère vraiment très d'époque. On a tourné dans 35 lieux exceptionnels, près de Saint-Tropez, à Paris et aussi aux États-Unis. Saint-Tropez qui joue un rôle clé dans ces années 60, ce petit village de pêcheurs qui devient grand, qui accueille les artistes de l'époque. C'est exactement ça. En fait, c'est ça, c'est vraiment la vraie star du film parce que c'est une histoire qui n'a jamais été racontée à l'écran. Reconstituer comme cela le village de Saint-Tropez des années 60 avec toutes ces vedettes qui y allaient,
à l'époque pour trouver l'inspiration, mais qui finalement était traitée comme tout le monde. Et c'était pour elle comme un espèce de hub d'inspiration artistique où ils pouvaient enfin trouver l'inspiration pour changer le monde, ce qu'ils ont fait. Et le film... On s'est rencontrés à Cannes, voilà, où vous faisiez la distribution du film. Voilà, vous étiez là aussi pour rencontrer des directeurs de festivals. Du coup, c'est directement lié. Vous avez pu nouer des contacts et c'est pour ça que vous êtes parti aux États-Unis. Vous avez pu nouer des contacts sur place. C'est exactement ça. Donc l'idée, comme on l'avait dit à Cannes pendant le festival, c'est de rencontrer les festivals dans le monde entier. C'était le tout début. Et là, ça se concrétise déjà. Il y en aura plus des festivals. Il y aura vraiment des annonces qui seront faites très bientôt. Et donc c'est très très beau de voir que déjà aussitôt, ça fait même pas un an qu'on a fini, un peu plus d'un an qu'on a fini le tournage. On a à peine fini la post-production du film et le film est déjà monté dans des très beaux festivals. Donc c'est un très très beau début pour la suite. Donc la suite pour vous, c'est présence dans d'autres festivals. Est-ce qu'il y a des dates déjà établies ? Exactement. Alors elles seront annoncées très bientôt. On est vraiment très très fiers des festivals déjà de cette première mondiale et de la suite. Le film a aussi été après Cannes présenté au marché de Toronto où j'ai fait un passage et où le film a reçu sa première critique qui est excellente, qui vient tout juste de sortir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je l'ai vu tout à l'heure sur un média canadien. Donc c'est une critique qui est vraiment très très bonne et ce qui est très très beau, c'est que là pour le coup c'est un média canadien, c'est vraiment un film à destination internationale et eux aussi ils ont vraiment accroché, ils se sont vraiment identifiés à ces personnages qui se sentent pas à l'aise dans leur époque. Donc c'est un très beau message d'espoir. On suit votre actualité aussi, les prochains projets, pourquoi pas à suivre avec votre société de production qui est basée à Chevreuse dans les Yvelines. C'est Belle Époque Film. On peut suivre tout ça sur votre site internet. Merci Jenna Soro. Exactement, merci. D'être passée en plateau, réalisatrice, productrice de ce long métrage, L'Âge d'Or. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le 7-8 journal à retrouver également sur notre site internet et notre application mobile. Rendez-vous demain pour une nouvelle page d'actualité locale. Belle soirée sur TV78.